Nous allons maintenant poursuivre avec l'intervention de Chloé Janssen et nous allons changer d'échelle d'observation. Son intervention intitulée « Mesurer les violences sexuelles en Belgique, les principaux enseignements de l'enquête européenne sur les violences de genre » s'appuie sur les données de cette enquête. Le regard se porte cette fois plus spécifiquement sur la Belgique, tout en restant centré sur les violences sexuelles et sur la manière dont différentes formes de violences peuvent s'accumuler dans le parcours des femmes. Alors, Chloé Janssen est docteur en sciences politiques de la VUB. Elle est chargée de recherche à l'IWEPS, où elle travaille notamment à la collecte et à l'analyse des données issues de l'enquête européenne sur les violences de genre. Elle est également professeure suppléante à l'Université libre de Bruxelles et coéditrice en chef de la revue Journal of Diversity and Gender Studies. La parole est à toi, Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, comme Rebecca l'a dit, je vais vous présenter moi les chiffres qui ressortent justement, enfin les résultats de cette fameuse enquête européenne sur les violences de genre. Monsieur le ministre a déjà donné beaucoup d'enseignements qui sont ressortis, donc je vais essayer de quantifier tout ça pour justement appuyer ces faits, ces dires sur des chiffres. Alors d'abord un petit mot sur l'enquête, avant d'arriver justement... Oui, ok. Ça va mieux? D'accord. Donc d'abord, un petit mot sur cette enquête européenne. Donc il s'agit d'une enquête coordonnée par Eurostat qui a été mise en œuvre dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. La première vague a eu lieu entre 2020 et 2024. Les données ont été collectées dans les différents pays entre 2020 et 2024, en 2020 et 2021 pour la Belgique. Et une deuxième vague est en préparation actuellement avec une collecte envisagée entre 2027 et 2028. Donc l'objectif ici, c'est que le même questionnaire soit mis en œuvre, enfin l'enquête repose sur le même questionnaire dans les différents pays, ce qui permet justement une certaine comparabilité. Comme on va le voir ici sur les violences sexuelles, on va voir qu'il y a différents comportements violents qui sont repris pour construire cette catégorie de violences sexuelles, ce qui permet justement une comparabilité entre pays, à savoir que voilà, l'indicateur des violences sexuelles repose sur les mêmes faits dans les différents pays et le même type de méthodologie aussi. Donc cette enquête, elle repose aussi sur un cadre légal, c'est-à-dire que la Convention d'Istanbul et plus récemment la Directive européenne 2024 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique demandent aux États de mettre en œuvre des enquêtes en population générale à intervalles réguliers. C'est aussi, donc cette enquête GBV, c'est aussi une enquête de victimation. Donc une enquête de victimation, le principe, c'est d'appliquer la technique des sondages à un phénomène social faisant des victimes et qui est traditionnellement mesuré à travers des données administratives. Alors, pourquoi utiliser des enquêtes de victimation pour étudier les violences sexuelles? Ici, petite anecdote, donc hier, à l'occasion de la journée de lutte pour les droits des femmes, un collègue m'a envoyé un petit lien de la RTBF qui a justement publié les chiffres de l'enquête à l'occasion de cette journée. Et donc j'ai ouvert ce lien, c'était un lien Facebook, et j'ai regardé les commentaires qui sont apparus. Et un des commentaires disait, je cite, « Pourquoi des journalistes donnent-ils des chiffres erronés et invérifiables plutôt qu'écrire simplement combien de plaintes ont été déposées pour ces actes honteux et inqualifiables ?» Donc, d'où l'intérêt des enquêtes de victimation. Comme on l'a dit, les violences sexuelles, c'est notamment des faits qui sont très peu rapportés au niveau de la police et qui, une fois dans l'engrenage judiciaire, arrivent très peu souvent au bout. Donc on a vu qu'il y avait quand même énormément de classements sans suite. Donc ici, les données administratives, justement, ces dépôts de plainte, les données de police, les données judiciaires, elles vont enregistrer des faits qui sont signalés et enregistrés. Donc c'est cette partie émergée de l'iceberg. Et on sait que donc, comme on l'a vu, il y a plusieurs filtres entre justement la violence vécue et ces statistiques officielles. Déjà, le fait pour une victime de reconnaître les faits dont elle a été victime comme étant de la violence, le fait de vouloir le révéler, le fait d'avoir accès aussi tout simplement aux institutions, à la police, et le fait aussi après que cette plainte soit enregistrée, etc., etc. Donc l'objectif des enquêtes de victimation comme l'enquête GBV,
c'est justement de pouvoir s'intéresser à ces violences invisibles, c'est cette partie immergée de l'iceberg, avec les violences révélées à l'entourage, mais qu'on n'a pas forcément signalées à la police, pour lequel il n'y a pas forcément eu de dépôt de plainte, et alors aussi les violences qu'on aurait subies, mais dont on n'aurait jamais parlé, qu'on n'aurait jamais révélées. Donc ces enquêtes de victimation, elles interrogent un échantillon représentatif de la population. En Belgique, on a interrogé environ 5000 femmes et environ 1000 hommes. Et ces échantillons vont être revus à la hausse pour la deuxième vague de l'enquête. Donc l'objectif, comme j'ai dit, c'est de mesurer les violences subies, qu'elles aient été déclarées ou non. D'ailleurs, du coup, cette petite accolade devrait remonter un peu plus haut aux faits signalés et enregistrés, parce que l'idée, c'est vraiment justement d'avoir une vue sur l'ensemble des violences subies. Et donc, in fine, de quantifier justement cette partie visible et invisible, et aussi de comprendre le phénomène, notamment le contexte, les contextes dans lesquels ces violences ont eu lieu, le profil des personnes victimes, mais aussi, par exemple, justement, les raisons de rapporter ou de ne pas rapporter ces faits, de porter plainte ou non. Donc l'idée des enquêtes de victimation, c'est vraiment de compléter les données administratives, donc non pas de les remplacer, mais vraiment de les compléter, en gardant quand même en tête le fait qu'il y a certaines limites, qu'il y a certains filtres aussi dans l'enquête de victimation qui nous permet donc d'avoir une idée un peu plus précise de l'ampleur des violences, de la proportion de victimes par rapport aux données administratives, mais probablement pas une vision parfaite non plus, enfin certainement pas une vision parfaite de cette ampleur. Donc différents filtres, le refus de déclarer tout simplement, on n'a pas forcément envie de raconter ce qu'on a vécu dans une enquête parce qu'on a peur, on a honte, des biais de mémoire aussi, des éléments qu'on oublie, des effets du questionnaire. Donc certains, on va voir que potentiellement, certains chiffres qui ressortent dans une enquête ne vont pas être semblables à des chiffres qu'on retrouve dans une autre enquête, notamment aussi parce que voilà, le périmètre des violences, donc tous ces comportements violents qui sont repris dans une enquête pour constituer des catégories. Les violences sexuelles vont reposer sur certains comportements violents, les violences physiques sur d'autres comportements, enfin sur certains comportements. La comparabilité entre enquêtes va notamment dépendre justement aussi de ce qui est intégré dans ces violences. Voilà, la période étudiée, le contexte de réponse, le fait aussi, par exemple, d'être face à un enquêteur ou une enquêtrice va peut-être faire qu'on va peut-être moins avoir envie de déclarer les violences vécues, le fait potentiellement que quelqu'un d'autre soit présent dans la pièce, justement, dans le cas de violences dans le contexte intime ou conjugal, si l'agresseur est présent dans le domicile au moment où l'enquêteur ou l'enquêtrice est là pour l'enquête, on ne va pas forcément déclarer ces violences. Et alors aussi, on voit une sous-couverture, voire une non-couverture de certaines populations plus vulnérables qui, par exemple, les personnes qui séjourneraient en institution ou autre, donc qui ne sont pas au domicile, ou alors de violences statistiquement rares à l'échelle de la population générale, puisqu'on est vraiment sur des enquêtes en population générale qui reposent sur un échantillon représentatif. Par exemple, les mutilations génitales féminines, où finalement, c'est des violences qui sont propres à certaines communautés qui ne seront pas forcément couvertes justement dans une enquête en population générale. Donc voilà, gardez en tête ces petites limites, mais donc l'idée est vraiment que ces enquêtes complètent les données administratives. Donc, dans l'enquête GBV, comment est-ce qu'on mesure les violences sexuelles? Mais donc, il y a plusieurs formes de violences qui sont reprises dans l'enquête, les violences physiques, les violences psychologiques dans le cadre intime, les violences sexuelles. Et la structure de l'enquête fait qu'en fait, ces violences sexuelles, elles sont reprises dans certains contextes, dans certains contextes, notamment le contexte intime, donc les violences par partenaire intime, qui sont mesurées tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas distinguer, comme c'est le cas plus bas pour les violences par non-partenaire, où là, on a vraiment une section de l'enquête qui est dédiée aux violences dans l'enfance, donc toutes les violences qui ont eu lieu avant l'âge de 15 ans, avec une distinction justement avec cet âge dit adulte, où les violences auraient lieu à partir de l'âge de 15 ans. Ici, les violences par partenaire intime, on ne fait pas de distinction entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, de quoi est-ce qu'on parle pour mesurer, enfin, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de violence sexuelle dans le cadre de l'enquête, toujours, c'est vraiment, ici, l'idée est de comprendre vraiment quels sont les comportements violents qui se cachent derrière cette catégorie de violence sexuelle, pour aussi pouvoir comprendre que, potentiellement, des chiffres d'une autre enquête ne vont pas être les mêmes
parce que peut-être les comportements constitutifs des violences sexuelles ne sont pas les mêmes dans une autre enquête. Mais donc ici, on a aussi la proportion de femmes victimes, donc dans le cadre intime et dans le cadre non intime à l'âge adulte. Donc ce qu'on entend comme violence sexuelle, on a la catégorie plus large du viol, avec le rapport sexuel forcé par usage de menaces, de force, de violence physique. Le rapport sexuel imposé lorsqu'on était en incapacité de dire, j'ai envie de dire non, mais de dire plutôt oui, finalement, du fait qu'on était intoxiqué à cause d'une consommation d'alcool ou de drogue, des rapports sexuels forcés par peur de ce qui pourrait nous arriver si on disait non, et des rapports sexuels forcés avec une autre personne que le partenaire, par exemple, enfin une personne tierce, en étant forcée par quelqu'un d'autre. La tentative de viol, et enfin une autre catégorie plus large, les autres formes de violence sexuelle, qui, dans le cadre non intime, reprend aussi les attouchements non consentis. On voit que pour les attouchements non consentis par non-partenaire, on a environ une femme sur 10 qui rapporte avoir été victime de ce genre de violence, enfin de faits. Et alors, si on regarde la catégorie viol, la toute première ligne, on voit qu'on a environ 7% des femmes qui disent avoir été victimes de viol dans le cadre intime, contre 4% dans le cadre non intime. Mais donc, voilà, comme ça, vous avez en tête les différents comportements qui se cachent derrière cette catégorie. Et puis, dans le cadre, dans l'enfance, on a des comportements plus spécifiques. Donc là, c'était à l'âge adulte ou dans le cadre intime. Ici, dans l'enfance, ce qu'on entend par violence sexuelle dans le cadre de l'enquête toujours, c'est tout rapport sexuel forcé. Donc ici, la catégorie reste vraiment très large. Et d'autres formes d'abus qui, là, comprend le fait d'avoir été forcé de poser nu devant une personne ou une caméra, le fait d'avoir subi des attouchements non désirés de ses parties intimes ou le fait d'avoir été forcé de toucher les parties intimes de quelqu'un d'autre. Et donc, on voit ici qu'on est à environ 8% des répondantes, ici c'est que pour les femmes, qui ont rapporté avoir vécu d'autres formes d'abus sexuels dans leur enfance, avec la plus grosse partie qui se situe au niveau de justement le fait d'avoir subi des attouchements non désirés de ses parties intimes. Qu'est-ce que ça nous donne ? Premier enseignement ici, c'est quand on regarde justement les indicateurs plus généraux, la proportion d'hommes et de femmes victimes de violences sexuelles au moins une fois au cours de la vie, tout contexte confondu, donc par partenaire intime, par non-partenaire dans l'enfance et à l'âge adulte, on voit qu'on a environ une femme sur 5 qui a rapporté dans l'enquête au moins un comportement constitutif de violence sexuelle, peu importe le contexte, donc tout contexte confondu, pour moins de 5% des hommes, donc 4,4% des hommes. Et donc, premier enseignement, c'est que, de fait, on a très clairement une surreprésentation des femmes parmi les victimes de violences sexuelles, et ça, tout contexte confondu, mais aussi lorsqu'on distingue selon les contextes, donc par partenaire intime, par non-partenaire dans l'enfance et à l'âge adulte. Autre enseignement, quand on regarde le sexe des auteurs des violences, ça aussi, monsieur le ministre l'avait mentionné, on voit très nettement une surreprésentation des hommes parmi les agresseurs. De nouveau, tout contexte confondu. Donc ici, c'est la proportion de femmes victimes de violences sexuelles qui a déclaré avoir été victime, donc dans la première colonne, d'un ou d'hommes, si dans le cas d'auteurs multiples. Tout contexte confondu, on est à plus de 96% des femmes qui rapportent, qui désignent comme un homme comme auteur des violences. Et cette proportion approche les 100%, en tout cas dans le cadre intime. Ces hommes, monsieur le ministre l'a dit également, ce sont pour la plupart des hommes, donc pour la large majorité, des hommes connus des victimes. Donc ici, on est dans, forcément, les violences par partenaire intime, l'agresseur est déconnu de la victime, et donc ici, on est vraiment sur les violences par non-partenaire à l'âge adulte. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 54% des femmes victimes de violences sexuelles qui ont indiqué que l'auteur, le ou les auteurs étaient connus.
Et 11% ont rapporté qu'au moins un des auteurs, donc dans le cas où il y a des auteurs multiples, au moins un de ces auteurs était connu. Donc en tout, environ 65% des femmes ont été victimes d'au moins un auteur connu. Et quand on regarde ces auteurs connus impliqués, on voit que près de 20% des femmes ont indiqué avoir été victimes d'un ami. Et près de 30%, un peu plus de 30%, ont désigné une autre personne connue. Donc c'est une catégorie assez large qui pourrait être considérée comme une connaissance. Donc ça peut être un voisin, donc quelqu'un qu'on connaît mais qui n'est pas repris dans ces autres catégories. Donc on est dans une catégorie un peu large. Mais donc c'est une personne de notre entourage qui est connue mais qui n'est pas forcément un membre de la famille ou un ami. Au niveau des violences dans l'enfance, on voit que là, l'image change quand même fortement parce que près de 83% des femmes victimes de violences sexuelles dans leur enfance ont évidemment désigné un auteur connu, enfin ont désigné comme auteur quelqu'un qu'elles connaissaient, avec environ 14% des femmes qui ont aussi indiqué un auteur inconnu, mais on voit que donc dans la très très large majorité des cas, l'auteur des violences dans l'enfance était connu. Et quand on s'intéresse ici au profil des auteurs de ces violences, on voit que pour près de 30% des femmes, il s'agissait d'un autre membre de la famille. Donc ici, on n'a pas les mêmes, le degré de détail qu'on avait dans l'enquête, dans les résultats présentés par Christelle Hamel, mais on peut s'imaginer que les catégories s'entrecoupent. Et donc, près de 30% désignent un autre membre de la famille, un oncle ou autre, et 25% désignent de nouveau une connaissance, donc ça peut être un voisin, le parent d'un ami, d'un camarade de classe ou autre. Quand on regarde aussi, troisième enseignement, donc d'abord une surreprésentation des femmes parmi les victimes, une surreprésentation des hommes parmi les agresseurs et en général des hommes connus. Troisième enseignement, ce serait de dire que ces violences, elles sont rarement isolées. Ici, quand on regarde les violences par partenaire intime, donc on a analysé les violences psychologiques, physiques et sexuelles. Ici, ce graphique désigne la part de violences psychologiques exclusivement, de violences physiques exclusivement, violences sexuelles exclusivement, ou le cumul. On voit que pour près de 50% des femmes victimes de violences par partenaire, il s'agissait de violences psychologiques exclusivement, mais pour près de 50% des autres, enfin l'autre moitié, il s'agissait d'un cumul d'au moins deux de ces formes, donc violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Et quand on regarde ce qui se cache derrière ces 50%, on voit que pour près de 50%, 54%, c'était des violences psychologiques et physiques. Et donc, pour le reste, en fait, il s'agissait de violences sexuelles avec des violences physiques ou des violences psychologiques, ou les deux. Donc, on voit que ces violences sexuelles, elles apparaissent très peu souvent de manière exclusive, mais la plupart du temps avec d'autres formes de violences psychologiques, physiques dans le cadre intime. Donc ce petit schéma-là, ce petit diagramme qui était repris déjà dans le rapport des chiffres clés de cette enquête, montre bien justement cette proportion avec le cercle vert des violences sexuelles qui est vraiment repris dans les autres cercles-ci. Les chiffres qui sont indiqués, c'est les pourcentages de victimes en population en milliers. Au niveau des violences sexuelles par non-partenaires à l'âge adulte, ici, on a distingué les sphères familiales et extrafamiliales. On voit que dans la sphère familiale, on a près d'une personne sur trois qui a rapporté avoir vécu des violences physiques et sexuelles, ou 58,2% qui ont rapporté uniquement des violences physiques. Par contre, dans la sphère extrafamiliale, on voit que près de 80% des victimes ont rapporté avoir vécu des violences sexuelles avec des violences physiques. Donc ici, on voit aussi de nouveau que soit il s'agit de violences sexuelles de manière isolée, pour environ 14,4%, et 80% des femmes ont rapporté des violences sexuelles cumulées à des violences physiques. Okay. Parfait. Donc,
Pour résumer ces principaux enseignements, sur base de ces chiffres que j'ai présentés, et j'ai dû sélectionner, parce qu'effectivement, aussi, dans le contexte des violences dans l'enfance, on a énormément d'autres informations aussi sur l'âge de début des violences. On voit aussi que les victimes étaient très jeunes et tout ça. Donc ici, j'ai vraiment sélectionné pour vraiment plus apporter un éclairage général sur les proportions de victimes de violences sexuelles en Belgique dans les différents contextes repris dans l'enquête GBV. Donc ici, pour résumer ces principaux enseignements, on le voit, on l'a déjà dit aussi, les violences sexuelles s'inscrivent très nettement dans des rapports de genre, avec cette surreprésentation des femmes parmi les victimes et des hommes parmi les agresseurs, les auteurs. Et elles sont très rarement isolées, c'est-à-dire qu'on dépasse vraiment cette idée que ce serait des incidents isolés qui auraient lieu, par exemple, voilà, on a cette image du viol sordide qui aurait lieu dans une ruelle sombre par un inconnu. Ici, on voit bien que ces violences sexuelles s'intègrent dans des dynamiques relationnelles où l'auteur est connu de la victime, et aussi dans des trajectoires de violences multiples où on le voit, on n'a pas, le plus souvent, pas que des violences sexuelles, mais aussi d'autres formes de violences physiques dans le cadre des non intimes, ou physiques et psychologiques dans le cadre intime. Et enfin, on voit que finalement, ces enquêtes de victimation, malgré les limites qui sont à garder en tête, elles restent un outil de mesure essentiel qui nous permet de comprendre l'ampleur au niveau de la population générale, et alors très clairement de mettre en évidence toute cette partie invisible des violences qu'on ne retrouve pas dans les données administratives. Ces enquêtes de victimation nous permettent aussi de non seulement quantifier, donc mesurer cette ampleur, mais aussi contextualiser les violences. Donc on le voit ici, on peut justement approcher le sexe des auteurs, la proportion de victimes parmi les hommes et parmi les femmes, qui nous permettent justement de comprendre le contexte dans lequel ces violences ont lieu, et donc d'aller vraiment au-delà des chiffres, des simples indicateurs, pourcentages, pour comprendre justement les dynamiques qui les sous-tendent. Donc voilà, je m'arrête ici. Je vous renvoie vers les différentes sources, notamment le rapport qui a été copublié par les instituts statistiques, et alors le rapport publié par Eurostat qui reprend justement les chiffres clés de cette enquête pour la Belgique et pour les différents pays de l'Union européenne. Voilà.